Salut à tous, c'est Etienne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque cette vidéo n'est pas scriptée. Je vais plutôt vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on fait avec notre agence Rhodes et les marques qu'on accompagne en e-commerce et notamment celles qu'on arrive à scaler. Depuis qu'on s'est créé, on a réussi à faire passer plusieurs marques de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel grâce notamment à la publicité Meta, même s'il y a un petit peu de Google dans le lot. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire justement une petite rétrospective et de vous montrer globalement quels sont les facteurs qui font que ça scale ou pas. Donc pour vous donner une illustration, je vais vous montrer quelques dashboards Shopify de nos clients. Donc ça, ce que vous voyez par exemple, c'est une marque qu'on a commencé à accompagner en novembre de l'année dernière. Donc vous voyez, c'était à 38 000 euros de chiffre d'affaires. Ils sont montés progressivement en janvier, donc on est à 50 000. Après, on est passé à 108 000. Le mois de mars, on était à 127 000. En avril, on est redescendu à 122 000. Et là, sur le mois de mai, on va faire à peu près 130 140 000. On a une autre marque qui est celle-ci, avec qui on a démarré une collaboration. Alors eux, c'est encore plus rapide puisqu'on a démarré avec eux en janvier. Et comme vous voyez, du coup, en janvier, ils faisaient pas beaucoup. Ils ont fait 17 000 euros de chiffre d'affaires. Le mois d'après, ils ont fait 26 000. Le mois d'encore après, en mars, ils ont fait 46 000. En avril, 73 000. Et là, du coup, on a la moitié du mois. Ils sont à peu près à 46 000. Et on projette à ce que, globalement, ils vont faire un peu plus de 100 000 là, sur ce mois-ci. Et je vous en montre une dernière qui, elle, est une petite pépite avec qui on a commencé l'année dernière. Donc, ça fait un an qu'on les accompagne en mai. Donc, ça fait exactement un an. Et c'était tout petit au départ. Ils faisaient 7 000 euros de chiffre d'affaires, comme vous voyez à l'écran. Et on a réussi à les faire monter à 68 000 au bout de 3 mois. Et après, on est redescendu. Puis, on a scalé progressivement jusqu'à ce que début d'année 2024, vraiment, il y a une courbe qui s'accélère. Donc, on est passé de 50 000 euros. Après, on est passé à 51 000 euros, 72 000 en mars, 126 000 en avril. Et là, on est à la moitié du mois. On est à 111 000. Donc, ils vont finir à peu près à 220 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, si on regarde ces différents clients, les courbes, c'est les mêmes et le schéma se reproduit. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que beaucoup de personnes pensent que scaler une marque e-commerce avec la publicité, c'est sur Meta que ça se passe. Donc, notamment sur le média et la créa. Et en fait, c'est en partie vrai, mais c'est aussi très incomplet comme raisonnement, puisqu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le fait de scaler une marque. Et l'objectif de cette vidéo, du coup, c'est de vous détailler justement ces différents facteurs. J'ai essayé de le catégoriser en 5 piliers du scale qui conditionnent en gros la réussite d'une marque e-commerce. Et je vais vous les présenter les uns après les autres pour essayer de faire en sorte que si vous avez une marque e-commerce ou que vous accompagnez une marque e-commerce, vous puissiez partir avec le plus de cartes en main pour scaler des marques. Le premier pilier, c'est les fondamentaux. En gros, le postulat de départ, c'est dire qu'on ne peut pas scaler une marque si on n'a pas les éléments pour scaler une marque. Donc pour ça, il y a 3 éléments. Le premier, c'est d'avoir un bon produit. Donc un bon produit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent en e-commerce un produit qui est problem solver. Donc ça veut dire qu'il résout un problème. C'est beaucoup plus dur de scaler une marque avec par exemple des habits assez classiques parce qu'il n'y a pas de besoin. En fait, c'est de l'achat coup de cœur, donc c'est peut-être des mécaniques de vente qui sont assez différentes. Alors que quand on résout un problème, typiquement si on voit un produit pour de la repousse de cheveux, ça va être beaucoup plus simple à vendre puisque en fait les gens qui ont ce problème, ils le savent déjà, leur montrer une solution à ce problème et potentiellement ils achètent. Ça c'est un premier élément, souvent ça marche bien. Et d'ailleurs, parenthèse, il y a des marques en fait qui pensent qu'elles ne résolvent pas de problème, mais même dans la cosmétique en fait on résout un problème. Le problème c'est que par exemple si on met de la crème sur sa peau, c'est qu'on va avoir une peau plus belle. Donc le problème c'est qu'on a une peau grasse ou qu'on a une peau avec des boutons, à tendance acnéique, etc. Deuxième point qui joue beaucoup et je m'en rends compte maintenant, c'est que une marque qui est instagrammable, donc c'est-à-dire qui en fait marche bien en réseaux sociaux, donc qui crée du contenu engageant, qui peut être mise en scène visuellement, qui est assez social media friendly, globalement ça a plus de chances de percer parce que en fait les gens vont regarder. Si on vend, je sais pas, des tracteurs, c'est un peu plus dur à mettre en scène, quoique il y a pas de concept qu'on peut imaginer, mais globalement ça joue beaucoup. Et le troisième point sur le bon produit, c'est aussi un produit qui a beaucoup d'avis clients. Pourquoi? Parce que la preuve sociale en publicité c'est fondamental. Quand on achète quelque chose, c'est comme quand on va au restaurant, on a rarement envie d'être le premier à prendre le risque. Alors que quand on arrive par exemple dans un resto qui est noté 4,9 sur 5 avec 200 avis, il y a peu de chances de se planter. Et c'est pareil en pub, quand on redirige, donc la pub, faut pas oublier qu'on diffuse de la publicité à quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui est en train de scroller son feed. Donc quand il voit une pub et qu'il clique et qu'il arrive sur une page, il y a 0 avis, peu de chances qu'il convertisse. Par contre, s'il y a plein d'avis, des témoignages qui sont très élogieux, etc., ça augmente considérablement la chance que ce produit donné vende. Donc premier élément, avoir un bon produit. Deuxième élément, très important aussi, c'est le taux de conversion. Donc on remarque, et je peux vous montrer d'ailleurs sur les dashboards, qu'en fait les taux de conversion de toutes les marques qu'on a accompagnées et qui ont scalé, ils sont tous au-dessus de 3 voire 4%. Et même si on augmente en fait le pourcentage de trafic qui provient de publicité payante, le taux de conversion il se maintient à des niveaux qui sont super élevés. Et ça c'est fondamental puisque en fait c'est mathématique. Et si on envoie du trafic qualifié mais que derrière ça convertit pas, en fait vous allez payer beaucoup plus cher votre achat et donc globalement vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Et là ce qu'on voit par exemple cette courbe là, c'est que sur cette marque là, il était à 6%. On a ouvert les vannes et ils ont, si vous vous souvenez des courbes, ça a augmenté en chiffre d'affaires. Et vous voyez que le taux de conversion il se maintient quand même autour de 4, 4, 4, 3, 3, 7 et en moyenne du coup là sur les 12 mois écoulés on est à 3,87. Si je vous prends une autre marque, pareil, vous voyez le taux de conversion là il est à 3,85. Et donc si on regarde même l'évolution du taux de conversion, lui je crois que c'est sensiblement la même chose, c'est même l'inverse, c'est qu'il a commencé plus bas. Donc en mai, pour donner un petit peu d'historique, vous voyez, il était en mai 2023, donc c'est-à-dire l'année dernière, il faisait 45 000 euros de chiffre d'affaires et il avait en gros un taux de conversion qui était de 3,4. Et donc là, en avril de l'année dernière, c'est-à-dire 12 mois plus tard, on a vu qu'il faisait combien? 122 000 euros de chiffre d'affaires et le taux de conversion, on va regarder combien il est, 4,9. Vous voyez, le taux de conversion il est encore plus élevé alors qu'on a beaucoup plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus de trafic qui est envoyé sur le site. Je peux vous montrer le
dernier c'est la même chose, hein, mais globalement, pour résumer, le taux de conversion c'est fondamental. Pour ça, donc il y a plein de mécaniques, hein, je vais pas faire une vidéo détaillée dessus, mais avoir des pages produits qui sont optimisées, un site qui charge vite, potentiellement utiliser des landing pages. Si on fait la promotion d'un produit ou d'une offre, bah, c'est beaucoup plus simple de mettre en avant des arguments de vente et de forcer, entre guillemets, indirectement l'utilisateur à convertir avec une landing page. Il faut vraiment pas sous-estimer ça parce que ça conditionne énormément les résultats et les performances d'une publicité. Le troisième point, c'est le panier moyen. Donc ça peut paraître bête, mais c'est aussi très important. Si on a un panier moyen qui est trop faible, en fait, mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que plus on va augmenter les dépenses, plus le coût d'acquisition va augmenter. C'est normal parce qu'on touche de plus en plus de monde et donc de moins en moins de personnes qui sont prêtes à acheter maintenant. Donc ça coûte plus cher. Mais si le panier moyen n'évolue pas, ou alors qu'il n'est pas suffisamment élevé dès le départ, il y a un risque que les coûts d'acquisition augmentent, le panier moyen stagne et donc en fait le retour sur investissement diminue. Donc il y a un peu un seuil global qu'on identifie, c'est avoir un panier moyen qui est au minimum de 40 ou 50 euros parce que ça permet de soutenir les coûts d'acquisition. En pub, même si vous avez les meilleurs taux de clic du monde, que vous avez des CPM qui sont très bas parce que votre contenu est très engageant, c'est impossible d'avoir un coût d'acquisition à 5 euros, sauf si vous faites des kits d'essai ou alors des e-books, des lead magnets, ce type de choses. Mais sur de la vente pure et dure e-commerce, on va plutôt être autour de 10 pour les meilleurs, 15, 20 en moyenne, etc. Si vous avez un panier moyen à 50 euros et un coût d'acquisition à 10 euros, votre ROAS il est de 5. Vous voyez, en gros, c'est un peu la même logique. Donc il y a un seuil en dessous duquel il ne faut pas passer parce qu'il y a forcément des coûts incompressibles qui sont liés à la publicité. Et ça, c'est fondamental. Et encore une fois, si je vous montre en gros les chiffres de ces marques-là, vous voyez, le panier moyen de cette marque-là, il est autour de 49 euros. Le panier moyen de l'autre qu'on a réussi à scaler également, là j'en ai 3 que je vous prends, mais il y en a d'autres dans notre portefeuille, il est autour de 43, donc vous voyez, il est un peu faible lui, mais pour autant on arrive à faire beaucoup de volume de vente, donc ça rattrape, et derrière ils ont aussi une bonne mécanique de réachat avec du Klaviyo. Je prends le dernier, et lui, le panier moyen, il doit être autour de, hop, je vais vous dire ça, donc taux de conversion, on est à 2,54, mais je crois qu'il est meilleur là ces derniers temps, et le panier moyen, on est à 50 euros. Voilà. Donc 40-50 euros, c'est un minimum, particulièrement quand on est sur du volume de scale. Après, plus il est élevé, mieux c'est, mais il faut savoir que à partir d'un certain stade, si vous avez des paniers moyens à 200-300 euros parce que vous vendez, je sais pas, des produits premium, etc., voire luxe, et bien là, ça va être plus dur de faire de la conversion en direct, et donc votre ROAS ne sera pas sensiblement meilleur. Donc ça, c'est la base. Avec ça, on a déjà beaucoup plus de chances de réussir puisque on sait que les bases sont bonnes. Et en fait, je vais même avoir le raisonnement inverse. En fait, sans ça, c'est difficile de scaler et tu peux avoir les meilleures pubs du monde, les CTR qui sont les plus élevés au monde. Si derrière l'équation économique en fait est pas bonne, donc avec le taux de conversion du panier moyen et un bon produit, et ben il y a peu de chances que la publicité soit rentable déjà à petite échelle et surtout à grande échelle quand on aura scalé. Le deuxième point, c'est la structure média. Donc la structure média, c'est un peu comme les fondations d'un immeuble. Si tes fondations sont pas bonnes, bah tu vas pas construire un immeuble dessus parce qu'il va se péter la gueule. Et ben là c'est pareil. En gros, il y a deux choses qui sont vraiment fondamentales. C'est le tracking. Donc il faut que la data soit nickel chrome et la structure de compte. Le tracking, il y a globalement ce qu'on appelle en client-side, donc c'est avoir un pixel qui est bien paramétré sur le site et sur lequel on vient récupérer donc toutes les données clés, donc notamment l'ajout au panier, le paiement initié, le checkout et globalement la valeur de conversion. Donc il faut s'assurer qu'on remonte bien la bonne valeur qui est associée aux achats pour être sûr que du coup le calcul du ROAS c'est bon. Et ensuite il y a l'API de conversion ou le tracking server-side où là l'idée c'est justement, on sait qu'avec tout ce qui est RGPD, cookies, iOS 14, etc., il y a une partie des gens qui en fait ils disent non quand on leur demande s'ils veulent partager leurs données. Cette partie-là, potentiellement on la perd. L'avantage de l'API de conversion du server-side, c'est qu'on vient envoyer la donnée non pas en client-side mais en server-side, donc c'est-à-dire que c'est pas directement sur le site, ça provient directement du serveur client, donc c'est vous votre back-end, par exemple Shopify, et vous pouvez renvoyer cette donnée à Meta ou à Google pour matcher avec leur base d'utilisateurs et qu'ils puissent réconcilier en disant bah, cette personne-là, en fait, on l'a aussi exposé à une publicité. Ce qui est bien avec ça, c'est que on arrive à récupérer 15 à 20% de conversion supplémentaire qu'on n'aurait pas eu juste avec du client-side, donc avec un pixel, et donc ça permet d'avoir une lecture des données qui est beaucoup plus fine et de savoir que quand on mesure la data, elle n'est pas parfaite, elle reste partielle, mais elle a le mérite d'être le plus propre et le plus proche de la réalité possible. Et la deuxième chose, c'est les structures de campagne, donc avoir une structure de compte qui est simple. Il y a plein de gens qui complexifient mais vraiment comme pas possible la structure de campagne. Alors, faut pas non plus aller dans l'autre extrême, hein, c'est pas parce que un compte est très simple qu'il va scaler, mais il y a quand même des basiques qui correspondent à 80% des comptes et je vais vous les partager. En gros, en e-commerce, moi je recommande 3 campagnes, voire 4 si on veut développer un petit peu sa partie top funnel. Mais globalement, il y a une première campagne, c'est la campagne clé, c'est ce qu'on appelle la campagne d'acquisition ou de scaling, selon la terminologie. Elle, pour moi, elle concentre 70% du budget et son objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, dedans, on met bien évidemment l'exclusion des clients existants, des visiteurs, etc. On peut utiliser des campagnes comme les Advantage Shopping si on veut, mais l'objectif de cette campagne, c'est pas de tester, c'est vraiment de scaler. Donc, dedans, on met que les meilleurs créas et on dépense beaucoup parce qu'on sait que ça fonctionne. Là-dessus, en termes de ciblage, il y a plusieurs écoles. Moi, je pense qu'en 2024, en fait, tous les ciblages, un peu ce qu'on appelle laser targeting, donc les ciblages par audience, les intérêts, ce type de choses, je trouve que ça a beaucoup moins de valeur. Et aujourd'hui, on a le ciblage qu'on appelle par la créa, donc c'est-à-dire que c'est votre créa qui va elle-même trouver son ciblage. Donc, c'est très important, on va revenir sur la partie créative. Donc, moi, je recommande de pas avoir beaucoup d'adsets, en fait, de concentrer son budget plutôt que de diluer, d'avoir un adset, voire 2 max si on veut tester en parallèle,
contextuel, mais testing d'audience, encore une fois, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Et de faire des ciblages broad, donc très larges, et donc de pas s'embêter juste de mettre ses top créa là-dedans. Ensuite, il y a une deuxième campagne qui est fondamentale, c'est la campagne de testing. Cette campagne, pour moi, elle doit concentrer 10% du budget, pas plus, sauf si vous avez les moyens de tester rapidement, et auquel cas vous pouvez mettre 20, 30, 40% de votre budget, tout dépend de comment vous êtes financé. Et la campagne de testing, elle a pour un seul objectif, en fait, c'est d'agir en tant que filtre, et donc de filet de sécurité pour prévalider si une créa fonctionne ou pas. Donc l'idée, c'est que toutes les nouvelles créas que vous avez, vous les passez dans la moulinette de campagne de testing. Vous voyez si elles performent bien à petite échelle, donc avec des indicateurs qui sont le taux de conversion, le coût par acquisition, le ROAS, bien sûr, mais aussi des indicateurs secondaires comme le taux de clic sur lien sortant, le hook rate, le hold rate. J'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs sur le sujet comment bien tester ces créas, donc si vous voulez regarder, vous pouvez retrouver le petit lien. Vous passez vos créas dans cette campagne-là. Si elles passent le test, et ben vous les mettez dans la campagne de scaling. Donc en fait, c'est vraiment en 2 étapes. On teste, ce qui marche, on scale, ce qui marche pas, on coupe. En fait, cette campagne, elle est tout le temps alimentée par de nouvelles créas. C'est ça qui fait la réussite, notamment à scale. Plus on dépense, plus il faut tester de créa. Mais il y a une relation vraiment proportionnelle entre les dépenses et le nombre de créas à tester. Et ça, c'est ce qu'on observe vraiment sur les comptes qui réussissent. On teste, et on a surtout une mécanique qui permet de tester donc avec cette campagne. La troisième campagne, alors celle-là, elle est moins importante quand on fait de l'acquisition pure et dure, mais elle est quand même bien parce qu'elle permet d'avoir des performances. C'est la campagne de retargeting. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de recibler les personnes qui sont chaudes, donc qui ont déjà interagi avec votre campagne, avec votre site ou vos produits, pardon. Et donc dedans, en fonction du volume de trafic que vous avez, si vous êtes plus ou moins une marque avancée avec du volume de trafic ou même des volumes d'interaction sur vos comptes Instagram, Facebook, etc., et ben vous pouvez créer différents bassins d'audience. Globalement, les bassins principaux, c'est visiteurs, donc on peut découper en visiteurs, ajout au panier, paiement initié, etc. Si on a suffisamment de données, mais globalement au début, il faut pas se faire chier, il faut mettre tous les visiteurs. On a les social engagers, donc c'est toutes les personnes qui interagissent avec vos contenus sur les publications Insta, Facebook, etc. Et on a les video viewers, donc video viewers, c'est les personnes qui ont vu vos vidéos. Et ça, c'est très puissant, on va le voir juste après, parce que ça permet de recibler des personnes qui ne nous auront pas coûté cher en acquisition et donc de convertir, de faire de l'acquisition sur des nouvelles personnes. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles. Globalement, c'est du bon sens. Si vous avez 1000 visiteurs par mois sur votre site, ça sert à rien de découper avec les ajouts panier, etc. Si vous avez beaucoup de trafic, vous pouvez découper. Et en fait, pour monitorer ça, le plus simple, c'est d'avoir l'indicateur de la répétition. La répétition, c'est en gros le nombre de fois où votre publicité aura été diffusée auprès d'un même utilisateur sur les 7 derniers jours. Si vous voyez qu'elle est au-dessus de 2, 3, 4, c'est que globalement, en fait, votre audience, elle est déjà saturée. Ça sert à rien de la segmenter, ça sert à rien d'investir forcément plus. Après, il y en a qui sont plus agressifs. Mais globalement, c'est un bon indicateur. Autour de 3, 4, c'est bien en retargeting. Pardon, retargeting, c'est 20% du budget. Et enfin, la dernière campagne, pour moi, c'est optionnel, mais c'est pas mal parce que ça coûte pas beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle une campagne de vidéo view. Et là, l'objectif, c'est d'aller pousser des vidéos qui sont pas du tout avec l'objectif de conversion, c'est plutôt pour faire découvrir votre marque. Et donc là, on va mettre 2, 3%, 5% du budget max. Sachant que si on fait la somme de tout, ça fait 105%, donc ça ne marche pas. Il faudra prendre probablement dans la campagne d'acquisition. Et là, on va mettre un tout petit budget et on va aller générer des vues. Donc l'objectif, c'est que les personnes voient la vidéo, donc ce qu'on appelle le through play, 15 secondes, pour qu'elles puissent s'imprégner de votre marque, qu'elles découvrent votre univers de marque. Et on cherche pas, on leur demande aucune action. Vraiment, c'est juste regarder la vidéo. Point. Derrière, par contre, en fait, ce que ça va faire, c'est créer des bassins d'audience. Et ces bassins d'audience, vous allez pouvoir les recibler dans votre campagne de retargeting. Et ça coûte tellement peu cher d'aller générer une vue. Je crois que c'est moins de 0,01 centime sur Meta, donc c'est vraiment pour quelques centaines d'euros, vous pouvez avoir des centaines de milliers de personnes à recibler. Et bien ça vous alimente votre campagne de retargeting, où là vous pouvez commencer à partager en fait et à présenter des créas qui sont un petit peu plus agressifs commercialement, un petit peu plus axés sur le produit, etc. Mais ça c'est vraiment optionnel, c'est juste qu'on aime bien le mettre nous parce que ça fait des bassins d'audience supplémentaires, c'est pas ça qui va changer la dynamique du compte, toujours un petit plus. Donc si on a un bon tracking, des bons fondamentaux et un produit qui marche avec un bon taux de conversion et un bon panier moyen, en théorie on a déjà une très bonne base. Ensuite vient le troisième pilier qui est probablement le plus important, je sais pas si c'est plus important mais en tout cas il est très important, c'est la stratégie créative. Alors la stratégie créative c'est un terme qui est assez mal maîtrisé en France. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est très nouveau et qui en fait n'a pas vraiment d'équivalent. Il y a beaucoup de créatifs, il y a beaucoup de média buyers, mais en fait aujourd'hui donc les plateformes sur Meta elles ont beaucoup évolué et en fait le ciblage ça sert plus à grand chose, ce qu'on disait juste avant. Ce qui fait la différence c'est la créa. Sauf que la créa sur les réseaux sociaux et particulièrement ads c'est très particulier et c'est pas de la créa au sens où on l'entend où il faut avoir un esprit créatif etc. Non c'est vraiment maîtriser en fait toutes les mécaniques pour faire arrêter les gens de scroller, construire des vidéos selon des scripts particuliers avec des structures de créa qui sont pensées pour que les gens restent et aient envie de cliquer, c'est faire du test, des variantes d'accroche, c'est faire de la veille, notamment ce qui se fait, quels sont les formats en tendance du moment, etc. Donc c'est toute une discipline en fait qui est mal maîtrisée et qui pourtant est aujourd'hui ce qui fait la différence. Il y a même des postes en France, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques jolis DNVB, je pense à notamment 900 Care, je crois que SoShape recrute, etc. Enfin bref, qui ouvrent des postes de créatifs stratégistes parce qu'ils ont compris que le media buying c'est une partie de l'équation et une
toute petite partie de l'équation. Par contre, la créa, c'est vraiment ça. Si on a un bon produit, une bonne landing page, etc., qui fait la différence. La stratégie créative, il y a 3 notions qui composent une créa. Globalement, il y a le format, donc en gros, c'est le support de la créa. Est-ce que c'est de la vidéo, c'est du GIF, c'est du statique, c'est du motion design, etc. Il y a le concept, donc là, c'est qu'est-ce que c'est comme type de créa. Typiquement, est-ce que c'est un concept témoignage, est-ce que c'est un UGC, est-ce que c'est un us versus them, qui est un type de créa, une interview, un micro-trottoir, etc. Et ensuite, il y a l'angle, donc l'angle marketing, on peut l'appeler aussi axe marketing. C'est le contenu de la créa, et donc c'est la direction créative qu'on va prendre pour faire passer son message. Donc là, ça peut être, par exemple, problème, on insiste sur problème, ça peut être insister sur les bénéfices, ça peut être mettre en avant la preuve sociale, ça peut être jouer sur les codes de la presse, ça peut être du storytelling, etc., etc. Il y a plein de manières de communiquer un même message à une personne. Et l'idée, en fait, c'est de trouver la méthode créative qui est la plus adaptée à sa propre marque. C'est pas facile de savoir par où commencer, donc moi, ce que je recommande, c'est en fait de commencer tout simplement par analyser les concurrents. Non pas pour faire exactement ce qu'ils font, mais justement pour identifier les tendances, les points forts et les points faibles, et derrière, on va voir regrouper ça avec sa propre ADN de marque pour ensuite avoir une bonne idée de ce qu'on peut faire. Pour ça, il y a une manière très simple de faire. On peut se rendre sur la bibliothèque publicitaire. Donc, je vais vous montrer à l'écran. Vous pouvez taper Ads Library sur Google, vous arrivez sur la bibliothèque publicitaire Meta. Là, vous sélectionnez donc toutes les publicités et vous tapez le nom d'une marque concurrente. Donc, si par exemple on fait de la cosmétique, on peut aller regarder ce que font Horace. Et Horace, vous avez du coup vos publicités, les publicités de Horace qui sont actives en France, qui sont directement diffusées là-dessus. Vous voyez que moi j'ai un petit toggle qui s'appelle Save to Foreplay, donc c'est une extension parce qu'on a un outil qui s'appelle Foreplay qui est vraiment bien pour faire de la veille créative. Donc, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez tout simplement scanner la publicité, la bibliothèque publicitaire. Et donc moi ce que je recommande c'est donc déjà de choisir le pays, de taper le nom de concurrent si vous l'avez, sinon si vous l'avez pas vous pouvez également taper des mots-clés, par exemple si je tape ici cosmétique, hop ça va me sortir toutes les publicités qui contiennent cosmétique dans le texte. Et donc là vous voyez il y en a beaucoup. L'objectif, c'est pas de toutes les faire, mais au moins ça vous donne des idées de marque. Et en gros, ce qui va être intéressant derrière, hop, on revient sur Horace, c'est d'analyser ça. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est de prendre les publicités qui sont actives. Donc vous pouvez filtrer ici, notamment, hop, filtre, vous pouvez mettre publicités qui sont actives, ça veut dire donc les publicités qui aujourd'hui sont en train de diffuser. Voilà, il y en a 74. Et ça prend un peu de temps, mais vous pouvez les analyser les unes après les autres. Il y a 2 types d'analyse. D'un côté, il y a les angles. Donc les angles marketing, en gros, vous pouvez voir quels sont les angles qu'ils utilisent. Est-ce que ce sont des angles, par exemple là, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Donc là, c'est un angle voire concept presse, donc on voit qu'ils mettent en avant JQ, c'est un logo qui est connu, les 16 meilleurs shampoings solides de 2024, donc ils jouent aussi sur la comparaison, etc. Donc là, on est clairement sur du transfert d'autorité. On peut voir que sur un autre type de pub, là, c'est un angle marketing, donc avant-après, donc comparaison. Vous voyez, donc là, c'est il montre avant, sans et avec et sans le produit, etc., etc. Et l'idée, c'est de, si vous voulez faire ça bien, vous pouvez créer même un tableau, et donc vous pouvez catégoriser en gros les angles. Donc par exemple, ça peut être bénéfice, preuve, problème, etc. Et voir le nombre de créas, comme ça vous donne un peu une distribution des créas par type d'angle. Et après, la deuxième clé de lecture, c'est les formats. Donc quel format ils utilisent. Là, en l'occurrence, on voit qu'ils ont beaucoup de vidéos, ils ont des formats statiques avec de la preuve sociale, donc des avis clients. On voit qu'ils ont encore une fois là des formats, donc c'est des packshots avec des avis clients qui sont dessus, donc ils jouent beaucoup sur la preuve sociale, on le voit. On voit qu'ils utilisent aussi du classique, donc là c'est un angle promotionnel par exemple, vous voyez, moins % en boutique sur tout le site. Donc ça peut être un type de format, beaucoup de statique aussi. Donc ils ont de la vidéo, du statique, etc. Et ça vous pouvez aussi les catégoriser. S'ils font du motion, je sais pas s'ils font du motion, on va voir. Par exemple le motion c'est voilà, c'est du motion, en gros c'est des images qui sont un peu animées. Bon c'est même pas beaucoup animé, hein, c'est juste un carrousel d'images. Ça je pense que c'est fait sur Canva assez facilement. Et donc ça vous donne une visibilité sur, vous faites ça sur un concurrent, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, enfin autant que vous voulez. Ça vous donne une visibilité de ce que font vos concurrents. Ensuite, si vous voulez avoir une autre clé de lecture, moi ce que je recommande c'est d'aller tout en bas des publicités, donc tout en bas de la bibliothèque publicitaire. Donc vous scrollez le plus longtemps possible, et vu que là vous êtes en actif, vous voyez les pubs qui tournent depuis longtemps. Donc là typiquement on est en mai, 16 mai au moment où je tourne la vidéo. Et vous voyez que ces pubs là ont été lancées en février 2024. En théorie, si ça fait 3 mois qu'ils investissent dessus, donc mars, avril, mai, il y a des chances que ce soit rentable. Parce que sinon ils dépenseraient pas de l'argent dessus. En publicité méta, quand on fait bien de la pub méta, on coupe quand ça marche pas. Donc là on va regarder et vous pouvez analyser en gros la pub et voir globalement ce qui fonctionne. C'est assez classique, hein. On a globalement là un format animé avec un duo qui met en avant la promesse, donc pour une meilleure mine au quotidien, là c'est le bénéfice. On voit aussi qu'ils ont par exemple là un format vidéo qui met en avant voilà, tous les bénéfices du produit. Hydrate instantanément et durablement la peau, peau plus douce et plus souple en 4 semaines, peau réhydratée, etc. Tout en présentant le produit en dessous, donc c'est assez minimaliste. Et ici, on a un article de presse, encore une fois. Horace lance une nouvelle gamme pour ce cheveux. Voilà, donc ça, on sait d'instinct, même si c'est pas forcément très scientifique, que ça fait partie des concepts qui fonctionnent le mieux. Là il y en a d'autres, donc vous voyez qu'il y a un passage presse, donc là il parle de Horace, etc. Ça marche toujours, hein, les passages télé, dès qu'on le met avec des clients ça marche très très bien, les gens ont confiance en fait dans les médias. Ça c'est l'adaptation en version story, mais globalement c'est la même chose. Et ici on a un autre concept où c'est une routine, donc ça c'est un format UGC un petit peu plus travaillé quali, où il y a un créateur qui explique comment ça fonctionne. Et ces pubs là nous permettent d'avoir en gros une bonne idée de quels sont leurs top créas dont on peut s'inspirer. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez du coup regarder
regardez globalement le call to action. Ici, on voit qu'ils mettent shop now quasiment partout, donc ça veut dire qu'ils incitent à l'achat. Le texte ici, là, le copywriting, donc là on voit qu'à chaque fois ça change. J'imagine qu'ils font du test, etc. Si vous voulez aller un cran plus loin, vous pouvez même aller voir la page produit, puisque ça joue, mais ça c'est plutôt dans la partie conversion, la joue au panier, etc. Bref, je m'arrête là. Globalement, ça vous donne une vision d'ensemble sur ce que font vos concurrents, quels sont les formats qu'ils utilisent, quels sont les angles marketing qu'ils mettent en avant, quels sont les top créas qui les portent depuis plusieurs mois. Et une fois que vous avez cette analyse-là, bah, vous avez déjà une bonne compréhension de ce qui se fait sur votre marché, chez vos concurrents, et notamment de leurs points faibles. Par exemple, si vous avez une marque qui fait que du statique, bah, peut-être qu'il y a un créneau à prendre sur la partie vidéo. Et à l'inverse, si vous avez une marque qui fait que de la vidéo, bah peut-être qu'en fait le statique ça a testé, ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'ils l'ont testé et que ça marche pas. On le saura qu'en testant. Donc vous pouvez vous en inspirer et vous pouvez faire donc bien ce que eux font déjà, faire mieux que ce que font vos concurrents mal. Et après, bien sûr, évidemment, il ne faut pas recopier ce que font les clients, parce que sinon on ne sera jamais meilleur qu'eux, on sera au mieux aussi bon qu'eux. Et donc du coup, il faut recouper ça avec son business. Donc pour moi, il y a un élément fondamental, c'est connaître son avatar. L'avatar, donc c'est globalement le persona marketing, donc c'est qui est ma cible. J'insiste sur ce point parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas en fait la notion d'avatar et qui pensent que dire que Jean-Paul a 52 ans et fait du golf le dimanche en écoutant de la musique classique dans ses AirPods, c'est un avatar. Mais en fait, on s'en fout qu'il fasse du golf. Ce qui est important, c'est qui est ma cible et quels sont ses problèmes. Typiquement, si vous vendez par exemple des pilules ou des, je sais pas, une crème amincissante, en fait votre cible c'est pas les gens qui veulent perdre du poids, ça c'est pas une cible, c'est un segment de marché si vous voulez. Un avatar ce serait par exemple les dirigeants d'entreprise en surpoids qui sont surmenés. Ça peut être aussi par exemple, je sais pas, les femmes qui ont eu un enfant il y a moins de 3 mois, etc., etc. Et en fait l'idée c'est de se dire dans ces avatars, vous voyez déjà c'est pas les mêmes types de personnes, donc on va pas s'adresser de la même manière. Par exemple pour l'un on va mettre un homme, pour l'autre on va mettre une femme, on va pas mettre en scène la créa de la même manière. Et en fait ce qui va être intéressant c'est de dire dans ces profils-là, quels sont leurs problèmes. Donc typiquement le CEO qui est en surpoids et qui est débordé, c'est quoi ses problèmes? C'est qu'il a envie de faire du sport mais il n'a pas le temps, il a des meetings tout le temps, son calendrier est super changeant, donc il ne peut même pas planifier de session de sport. Et en plus de ça, quand il planifie du sport ou qu'il essaye de faire attention à sa ligne en allant courir ou je sais pas, et bah potentiellement ça impacte sa vie sociale puisque c'est du temps, déjà qu'il n'en a pas beaucoup, qu'il ne passe pas avec sa famille. Donc typiquement, là on a des problèmes et en fait vous dans votre produit, vous allez présenter les solutions, mais ça change pas le produit fondamentalement, c'est juste la manière dont vous allez l'amener qui va être différente. Donc typiquement vous allez peut-être créer une pub pour, avec les 3 premières secondes où on parlera de voilà ma vie de CEO à la tête de 2 entreprises. Et donc là en fait si votre cible c'est le CEO débordé, bah, il va se reconnaître, donc il va dire ah tiens ça m'intéresse, je vais regarder en vidéo. Et ensuite vous allez dire bah voilà moi mon calendrier c'est ça, en fait j'aimerais beaucoup qu'il soit beaucoup plus flexible, mais en réalité bah ça ressemble à ça et résultat bah je fais pas de sport. Donc il va se dire putain je me reconnais, c'est moi, mais depuis quelques temps bah j'ai découvert ce produit là et ça m'a permis en 3 semaines d'avoir tel résultat. Le bénéfice c'est que en plus c'est facile, c'est pas cher, blablabla. Globalement je vous fais pas le script mais ça ressemble à ça. Ensuite l'inciter à cliquer. Et vous voyez qu'en fait dans la construction de la pub c'est beaucoup plus percutant de raisonner comme ça que d'adresser une pub qui communique juste sur le fait que la crème est amincissante, puisqu'en fait ça touche tout le monde et si ça touche tout le monde bah ça touche personne. Voilà dans les grandes lignes la stratégie créative, donc analyse de la concurrence notamment avec la bibliothèque publicitaire Meta pour faire une idée d'où ils en sont, de leurs forces, de leurs faiblesses, et ensuite vous faire ce travail de compréhension des avatars et de leurs problèmes cibles pour ensuite construire un message publicitaire et des types de créa, donc concept, angle, format, qui sont les plus adaptés à votre cible. Et ensuite il y aura la phase d'après qui est la phase de testing. Ça tombe bien puisque on y vient. Le 4e pilier c'est le testing. Donc si on reprend ce que compose une créa, donc globalement c'est un format fois un concept fois un angle, et l'idée en fait c'est de tester chacune de ces variables. La problématique c'est que en fait il faut une méthode, puisque sinon on peut vite se retrouver avec beaucoup de combinaisons. Si on a 5 formats, 5 concepts et 5 angles, bah 5 x 5 x 5 ça fait 125. Et donc ça fait 125 possibilités, sauf que vous avez vite fait cramer énormément de budget là-dedans. Et ce que vous voulez, c'est pas tirer dans tous les sens, c'est en fait séquencer votre testing. Nous on a une méthode assez simple chez Rode, c'est qu'on va tester une variable à la fois. Donc par exemple si on commence par l'angle, on va se dire, donc on a trois types de variables, c'est angle, format, concept. On va dire moi je veux tester l'angle. Donc l'angle ça va être, tiens, je vais produire un lot de statiques qui mettent en avant mon produit, qui mettent en avant une personne qui ressemble à mon avatar, et je vais mettre sur ce statique 5 taglines différentes, donc une par statique, et chacune qui adresse un angle différent. Donc, par exemple, l'angle, la première statique, ça va être parler du problème, donc insister sur le problème du client. Le deuxième, ça va être la preuve sociale, donc mettre en avant par exemple un témoignage d'un client. Le troisième, ça va être les bénéfices du produit, donc par exemple perdre du poids en blablabla, etc., etc. Et en fait, on va mettre ça à tester dans la même campagne, donc la campagne de testing, avec le même budget, et on va laisser tourner pendant quelques jours. En fait, à l'issue de ces quelques jours, on va identifier que sur les 5 créas, la seule chose qui diffère en fait, c'est le message, et donc il y en a forcément une qui va se distinguer. Donc on coupe les autres, on garde la créa gagnante, on va se dire ok, donc on sait que notre angle par exemple problème, il marche
marche. Maintenant, on va évoluer sur le concept. Donc le concept, c'est OK. On sait que parler du problème fonctionne à notre cible. Comment on peut décliner ça sous différents concepts? Par exemple, un us versus them, un avant-après. Est-ce qu'on va le mettre ça dans un article de presse? Est-ce qu'on va potentiellement le mettre sous forme de vidéo, etc., etc. Et donc, on va mettre la même technique. On va mettre à tester ces 5 nouvelles créas dans une campagne. Et là, encore une fois, on aura toujours le même angle. Par contre, il sera décliné dans différents concepts. Et il y en a un qui va se démarquer. On coupe les autres, on garde celle-là. Et en fait, ce winner de ce winner, on peut passer à la dernière étape qui est, par exemple, le format. On a par exemple une créa donc avec un angle problème qui marche bien. Admettons que le concept qui marche mieux, c'est le us versus them. On va se dire comment on peut le décliner dans différents formats pour que potentiellement je touche mes clients de différentes manières. Donc là, on peut par exemple le faire en UGC. Donc on va dire à quelqu'un de se filmer, un créateur de contenu, pour parler justement de sa comparaison entre ce produit versus ceux des concurrents. On peut le mettre sous forme de carrousel, on peut le mettre sous forme d'animation motion, etc., etc. On remet à tester et là, on va identifier en fait le gagnant des 3 étapes. Et en fait, ce gagnant-là, déjà, il va vous permettre de dépenser beaucoup d'argent dessus et donc des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros tout en maintenant des résultats. Et on sait qu'il a passé toutes les étapes préalables de testing. Et après, du coup, on arrive sur la phase de micro-testing où là, c'est vraiment quand on est sur du scaling, donc c'est quand on commence à dépenser des dizaines de milliers d'euros. On a une créa, souvent, il y a une ou deux créas qui portent un peu le scale, et notamment, souvent, c'est associé à un seul produit winner, donc un produit, ce qu'on appelle un product hero, qui tire la croissance, et souvent, c'est le best-seller. Et en fait, elle, on va la micro-tester, donc c'est-à-dire qu'on va prendre chacune des variables de cette top créa et on va la mettre à tester. Donc, par exemple, hook, donc c'est les 3 premières secondes de la vidéo, mais on va en tester 3 variantes différentes et on va voir laquelle fonctionne le mieux et génère le meilleur hook rate. Ensuite, on va tester par exemple le texte qui est en haut, donc avant de cliquer sur voir plus sur la pub Facebook, et ça, on va en faire 5 variantes et on va voir celle qui a le meilleur taux de clic. Ensuite, on va tester le call to action en bas. Est-ce que si on met shop now, les gens cliquent plus? Est-ce que si on met, je sais pas, en savoir plus, les gens cliquent plus? Et en fait, on va mettre à tester, etc., etc. On va faire ça avec la vignette, on va faire ça avec tous les éléments micro. Et au final, on va se retrouver avec une créa qui a passé les 3 étapes de testing macro, une créa qui a passé les 4 ou 5 étapes de testing micro. Et ça, c'est vraiment une super créa winner qui, entre-temps, aura emmagasiné énormément de commentaires et de likes. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir dépenser beaucoup d'argent. Une fois que vous avez fait ça, et ben en fait, il n'y a plus qu'à répéter la mécanique avec une autre créa, potentiellement un autre produit, ou alors un autre avatar, un best-seller, etc. Et vous faites ça en boucle, et ça vous permettra en fait de tester, de scaler et d'augmenter les budgets progressivement, tout en minimisant le risque en fait de dépenser dans le vent. Donc ça, c'est vraiment le 4e pilier, c'est le testing, et c'est ça qui fait, je pense, toute la réussite et aussi tout l'échec des marques qui arrivent à scaler ou pas, parce que c'est à ce moment-là où il faut vraiment faire preuve de méthode, sinon on peut vite se perdre et dépenser de l'argent dans le vent. Enfin, le 5e pilier du scale, donc c'est le pilotage. Alors là, c'est plus une question de raisonnement. En gros, il y a 2 manières de piloter ces campagnes, avec une vision micro et avec une vision macro. Micro, donc c'est au niveau des plateformes, et macro, c'est au niveau de votre site. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de mélanger les deux. Le micro, donc c'est-à-dire les résultats que vous avez dans vos plateformes Meta, Google, Pinterest, Snap, peu importe, TikTok. En fait, c'est des résultats qui vous permettent de piloter, d'optimiser vos campagnes, mais c'est pas des résultats qui vous permettent de piloter votre business. Et à l'inverse, les résultats macro, donc c'est-à-dire notamment des indicateurs comme le MER, donc le chiffre d'affaires divisé par les investissements publicitaires, ça vous permet de piloter la rentabilité globale de votre stratégie d'investissement marketing, mais ça vous permet pas de piloter la performance dans vos campagnes. Et l'erreur que beaucoup font, c'est de mélanger les deux, et donc en fait de dire, bah sur Facebook, j'ai un ROAS de 1,5, donc en fait si je dépense 10 000 euros, je fais 15 000 euros de chiffre d'affaires, donc en fait c'est pas rentable, j'investis pas. Alors que Facebook, on le sait, pour tous les biais d'attribution, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, pour tous les sujets qui sont liés au tracking, à la donnée, etc. En fait, la donnée n'est pas pure. Et surtout, Facebook ne voit que ce que Facebook a comme données. Donc en fait, Facebook ne voit pas ce qui se passe en dehors de Facebook. Alors que c'est un écosystème. Si vous faites du marketing, vous faites Facebook, vous faites Google, vous faites Klaviyo. Et donc globalement, il faut raisonner avec cette vision macro. Il y a plusieurs indicateurs qu'on peut utiliser. Pour Meta, moi ce que je recommande, c'est ce qu'on appelle en gros le ROAS relatif, ou le CPA relatif. C'est dire, bah, je sais pas si ce que me montre Facebook comme chiffre est viable d'un point de vue pilotage de chiffre d'affaires. Par contre, je fais confiance à la plateforme pour savoir si une campagne A est meilleure qu'une campagne B. Et ça vous permet d'optimiser votre allocation budgétaire au sein du périmètre de Meta. Et à côté, au niveau macro, donc là, on va calculer avec le MER, par exemple, donc chiffre d'affaires divisé par investissement publicitaire. On va calculer aussi, donc si vous prenez le nombre de nouveaux clients divisé par l'investissement, ça vous donne votre CAC, coût d'acquisition client, etc., etc. Et toutes ces métriques-là, elles vont permettre, vous, d'avoir une vision consolidée, de vous dire, bon, bah là, cette semaine, j'ai fait x2 sur mon budget, j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires, ça marche, donc je continue. La semaine d'après, en fait, j'ai fait encore x2 sur mon budget, mais mon chiffre d'affaires, il a fait que x1,7, j'arrête. Ça veut dire que j'ai atteint un palier. Donc je retourne dans la vision micro, je vais optimiser mes créas, je vais tester de nouvelles choses, et je vais continuer à pousser pour voir si en fait le MER il suit. Et c'est comme ça que nous on arrive à scaler des marques. Et on a même pas mal d'exemples. J'ai fait une vidéo également là-dessus. Décidément, je commence à avoir fait des vidéos sur pas mal de sujets où j'explique notamment pourquoi le ROAS c'est un très mauvais indicateur. Et surtout, je détaille qu'on a une marque en fait où si on avait suivi les indicateurs de ROAS, bah, en fait on l'aurait coulé. Alors que en se fiant au MER et en regardant le ROAS juste pour de l'optimisation, bah, on a réussi à la faire passer à plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Globalement, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et plus largement, bah, évidemment, c'est
du testing, de l'itération. Il n'y a pas de recette secrète pour miracle, pour méta. Hein. C'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de méthodes, mais au moins vous avez un résumé des composantes qui font qu'on a réussi à scaler des marques e-commerce. Donc pour synthétiser, il faut avoir des fondamentaux qui sont solides, avec un bon produit, avec un panier moyen qui est suffisamment élevé pour les coûts d'acquisition, avec un taux de conversion qui est très bon, au-dessus de 3 ou 4% généralement. Il faut avoir une bonne structure de compte, donc avec un tracking qui est nickel chrome au niveau pixel, donc client-side, et API de conversion server-side, et une structure de campagne qui permette le scaling avec acquisition, testing, retargeting et éventuellement campagne de vidéo view. Il faut avoir une bonne stratégie créative, donc en sachant à qui on parle, notre avatar, donc quels sont ses problèmes et ce que font la concurrence. En fait, la jointure des deux vous permet d'avoir votre stratégie créative. Ensuite, une stratégie de testing, donc c'est le 4e point, donc c'est vraiment tester méthodiquement. Donc l'angle, le format, le concept, sachant qu'on peut tester on n'est pas obligé de tester dans ce ordre-là. Et ensuite le scaling qui se fait assez naturellement avec l'augmentation progressive des budgets. Et enfin le 5e point, c'est le pilotage. Le pilotage avec la vision macro, donc notamment avec le MER, chiffre d'affaires divisé par investissement publicitaire et le coût d'acquisition, donc nouveaux clients divisé par dépenses publicitaires divisé par nouveaux clients, et micro avec le pilotage donc dans la plateforme avec le ROAS. Avec ça, normalement, vous devriez pouvoir scaler vos marques et passer à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Et une fois que vous aurez atteint évidemment ce palier-là, eh bien, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien sûr réserver un appel de découverte pour en discuter avec notre équipe, sachant que c'est une spécialité et qu'on fait ça à longueur de journée. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que c'était utile, didactique, complet. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue sans être scriptée et sans avoir de partage d'écran, donc j'espère que c'était pas trop décousu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je fasse d'autres formats de ce style, si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement, s'il y a des choses que vous voudriez que je développe. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous dire à très vite et à vous souhaiter un bon scaling dans vos campagnes méta e-commerce. C'était Étienne, ciao.